génial. Alors ça, c'est toujours très rigolo, la musique, parce que vous arrivez avec des certitudes. On va faire ça ce coup-ci. Moi, j'étais très Philip Glass dans ma tête. Au départ, je voulais être très Philip Glass, Thomas Newman un petit peu. Voilà, je suis arrivé voir le musicien avec qui j'ai fait plusieurs films en disant voilà où je vais. Et alors, il reste du Philip Glass, en gros, pas du Philip Glass, mais ce côté, l'énergie, ou Jean-Sébastien Bach, si vous voulez, c'est-à-dire la musique mathématique. La musique mathématique avec une énergie interne, avec une dynamique. Quand il marche, etc., il y a un petit côté Philip Glass, l'énergie du monde, on va dire. Par contre, j'avais plus prévu le reste avec des marimbas un petit peu, et des marimbas en suspension et tout. Et les échos, les délais qu'il y a, que je voulais mettre, doublaient avec l'instrument. Ouais, ça marchait pas, quoi. Thomas Newman, il y arrive, mais moi, j'y arrive pas. Et donc, on est revenu à l'idée d'un concertiste avec des notes comme ça, suspendues. Pour revenir à ce que j'essayais, c'était la fragilité, si vous voulez. Il y avait l'énergie du monde d'un côté et la fragilité de l'autre. Et la dilatation du temps, on a épuré pour aller vers ce piano. Est-ce que c'est aussi pour amplifier la dilatation du temps? Oui, oui, parce que c'est pour ça qu'il y a des délais sur les notes. Chaque note est longue. Voilà, c'était cette idée-là, en effet. Et qu'elle soit fragile et le plus... c'est la force de la fragilité, quoi, la plus belle possible. Pas polluée par beaucoup de choses. Je reviens encore sur les images de la nature, parce que vous avez une mise en scène naturaliste qui est magnifique. Vous nous avez dit que vous avez tourné dans une très belle région, mais finalement vous n'avez pas dit où. Vous avez tourné, on dirait, l'arrière-Provence. Ouais, vous n'êtes pas loin, c'est la Drôme provençale. Donc c'est le sud de la Drôme, juste au-dessus de Fontaine-de-Vaucluse, il y a Lyon. La ville centrale, c'est Lyon. Voilà, on est là, et je suis arrivé là, pas parce que j'ai une maison de campagne là-bas, mais parce que je cherchais une zone d'arboriculture en France. Et comme dans mon métier, notre pire ennemi, surtout quand vous avez écrit ça, c'est la pluie, je cherchais au sud de la Loire assez rapidement pour essayer d'avoir le moins de jours de pluie possible. Et donc avec ma voiture et un camarade, on a tourné jusqu'à tomber sur la librairie à Nyons. Et à partir de là, ça a été mon kilomètre zéro. J'ai appelé les repéreurs, les ont venus, et puis vous cherchez autour. Voilà. Et si on ne trouve pas, on s'en va. Si on trouve, on part là. Je vous dirai autre chose après sur la nature. Non, c'est parce que monsieur a commencé une question, c'est pour ça. Toujours sur l'évocation de la nature, est-ce que vous trouvez que les nouvelles technologies sont justement une seconde nature? Je pense par exemple au moment où l'enfant ouvre son ordinateur, vous allez aspirer en fait par l'écran, et juste après ça switch sur un plan où on voit la terre, les fourmis. Oui, moi je crois, j'ai commencé très très longtemps dans le rapport éducation-télévision. Je travaillais sur un livre blanc pour le ministre de l'Éducation là-dessus, sur l'atome insécable, ce genre de choses. Mais l'atome insécable, de quoi on parle, les choses qu'on apprenait et qui n'étaient plus valables, on va dire comme ça. Il me semblait qu'on avait une technologie aujourd'hui qui pouvait le montrer. On pouvait montrer en termes d'éducation qu'on avançait. Là, c'est le cas. C'est pour ça que j'ai fait ce début du film comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est moléculaire. Il y a derrière ça, bon, je vais essayer de répondre à votre question, l'idée quand même, alors c'est un peu 21, donc j'ai des gros sabots quand j'arrive, mais il y a deux rapports à la nature possibles, prétendre la maîtriser ou vivre dedans, vivre avec, quoi. Je suis clairement du deuxième côté, et ce personnage-là aussi. Et c'est ce que dit ce film. Il y a un personnage qui est enfermé dans le veuvage, qui est dans la réalité, avec des deuils, avec des problèmes avec ses enfants, avec des problèmes avec la banque, avec des problèmes de boulot, et la nature, elle en a ras la casquette, parce que c'est juste aller mettre du spray sur des trucs contre les parasites, et puis arrive un mec qui la réconcilie avec cette nature, et qui lui rappelle qu'elle en fait partie. Donc ce côté atomique, si vous voulez, que j'ai essayé de mettre dans les particules d'eau, dans le pollen, dans le générique du début et à la fin. Le pollen, c'est pas des nouvelles technologies, c'est du cinéma à l'ancienne, c'est Méliès. C'est des petits bouts de papier qu'on brûle et qu'on jette en l'air pour faire du pollen. Donc, mais ça revient à la même chose, c'est parler de ça, parler du fait qu'on fait partie du tout. Voilà. Et en effet, les nouvelles technologies le permettent beaucoup. Et
un petit peu, mais en même temps en restant, vous voyez, du côté d'un réel, quoi. Peut-être une dernière question. Vous vouliez dire quelque chose? Non, oui, non, je disais juste que sur la nature, on a travaillé d'une façon particulière, c'est que en plus de l'équipe que j'avais, j'ai fait deux choses, c'est qu'avant on est partis tous les deux avec 3 techniciens faire tous les plans où ils marchent avant de tourner. C'était aussi pour qu'on apprenne à se connaître et qu'on trouve le personnage. Bon, on avait beaucoup travaillé avant, on avait fait beaucoup d'essais pour travailler avec Benjamin, choisir l'acteur qu'il allait faire, mais avoir ce rapport de mouvement dans la nature, donc on a fait plein d'impros là-dedans. Et après, pendant le tournage, moi j'avais une équipe, j'avais pas une équipe, j'avais un technicien avec une caméra qui était en stand-by et qui travaillait avec moi avant et après les journées. C'est-à-dire qu'il y avait les soleil et les couchers de soleil. Et on allait faire du documentalisme entre guillemets. Et le fait d'avoir le temps de ça, vous voyez, d'être à 6 h du matin dans l'eau, il se passe un truc magique, quoi. Vous voyez, ça fait du bien. Sur Virginie Efira, on en parle un peu. Virginie, quoi vous dire, Virginie, je ne la connaissais pas, je lui ai envoyé le scénario parce que j'avais fait le constat suivant, à savoir que trouver une actrice de cinéma, c'est-à-dire jolie, l'équivalent pour moi de, je vais employer des gros mots, de Michelle Pfeiffer aux États-Unis, c'est-à-dire de gens qui sont à la fois très belles et qui sont crédibles dans le réel, c'est-à-dire qui puissent conduire un tracteur sans qu'on se marre, quoi. C'était ça que je cherchais. Donc c'est pour ça que je lui ai envoyé le scénar, on s'est rencontrés, et puis elle est belge. Elle est incroyablement concrète. Il n'y a pas de, elle n'est pas sinueuse du tout. Elle est, vous voyez, elle vous dit je suis pas d'accord, ou je suis d'accord, ou voilà. Et donc ça me semblait, je me suis dit waouh, c'est impressionnant ce qu'elle est, ce que je voudrais qu'elle soit. Et comme le film est un peu construit sur un yin-yang inversé, vous voyez, elle est la solidité, le concret, et il est la fragilité au départ. Je me suis dit tiens. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'essais après, et les derniers avec Benjamin et Virginie, et que c'est pas tout d'avoir 2 grands acteurs, il s'agit d'avoir une alchimie de couple aussi. Et là, c'était particulièrement fragile. Donc le fait que ça fonctionne, c'était la fête. Je suis là. Et vous aviez justement à cœur de... Vous filmez vraiment très très bien la femme en fait dans le cadre. C'est quelque chose que vous avez... C'était vraiment une intention d'essayer de... Ouais. Bah oui. Ben, c'est bien compliqué, surtout qu'il y a un espion dans la salle, mais si vous voulez, je dédicace le film à ma compagne, qui est psy, et l'autre personnage est un transfert de metteur en scène. J'ai intérêt à bien la filmer, quoi, la femme. Donc voilà, je cherche ce qui m'intéresse chez une femme, quoi, à la fois la force et la fragilité, quoi, et plutôt la puissance, le rapport au sol, même s'il est baroque, vous voyez, le côté ancré, les racines. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais vous voyez, on voit pourquoi. Et puis après, la fragilité de la rencontre du deux, quoi. Oui, ça me semblait important. Puis ça fait partie du tout. Vous aviez anticipé la COP, justement, 21, dans le message écologique du film? Non, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait longtemps que je travaille sur le concept de l'arbre. C'est quelque chose qui m'obsède. Donc j'ai écrit plusieurs films là-dessus. Je trouve que c'est une métaphore. Je viens pas mal de la mythologie comparée, etc. Donc ça m'a... Voilà, dans toutes les grandes religions, il y a des histoires d'arbres, avec ou sans pomme. Et donc, oui, ça m'intéresse beaucoup. Et j'étais content de pouvoir faire ça, là. Mais je n'avais pas anticipé la COP21. En plus, vous savez, le cinéma, ça se fait jamais quand vous avez prévu que ça se passe. Les films, je suis en train de retoucher un film qui doit se faire l'année prochaine, je l'ai fait il y a 20 ans. Je ne peux pas vous dire que j'avais prévu quoi que ce soit. Donc, non, je ne peux pas vous dire ça. Après, qu'est-ce qui fait que ce qui est dans la société rhizomique rentre en vous et que vous sortez au bon moment, quand vous sortez, ça sort de vous à un moment où c'est plus poreux,
artificielle est très importante pour ne pas dormir. Qui a eu l'idée des gommettes? Les gommettes, ça vient de plusieurs choses. Ça vient. D'abord, c'est quelque chose que vous retrouvez souvent dans l'autisme. Hein. Vous savez, quand vous allez dans des centres spécialisés, il y a des activités. Et dans les activités, il y a quasiment toujours les gommettes. Comme il y a la cuisine, comme il y a plein de choses, la luminothérapie, etc. Les gommettes, moi, ce qui m'intéressait, c'était plusieurs choses. D'abord, le rond, c'est parfait. C'est la perfection. Donc, c'est la figure de la perfection. Donc, c'est une recherche autistique qui est importante. C'est enfermer la bulle, etc. C'est l'enfance, les couleurs, etc. Et puis, j'avais, pourquoi tout est lié, la nature, etc., mais j'avais comment dirais-je, les représentations aborigènes, vous savez, l'art aborigène, qui est très pointilliste comme ça, en dehors des cavernes, devant les cavernes, etc. Et donc ça j'aimais beaucoup cette idée-là. J'aimais beaucoup cette idée-là, et après, pour ce qui est de la chambre, il fallait trouver un motif. Donc, pour faire ça, il y a 3 mecs qui bossent pendant 4 jours. Et c'est pas tout de leur dire vous êtes gentil, vous m'arrosez toute la pièce, de toutes les couleurs, etc. Et oui, oui, mais je fais comment? Je fais quoi? Je fais des fleurs, des bananes. Et donc, j'ai fini par leur proposer, avec le chef décorateur, car c'est le plan d'une éclipse de 2008 qu'ils ont dû reproduire sur les murs. Donc ça faisait un thème de travail. Mais en tout cas, c'est lié, c'est cosmogonique. C'est les nouvelles technologies, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Tout le monde s'en fout, mais ça, moi, ça me fait plaisir. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes inspiré et obsédé par les arbres, par l'arbre de Sekiro? Non. Non, pas du tout. D'accord. Je sais pas, on aurait dit peut-être, mais non, j'aimerais. On dirait plus. C'est un arbre mythologique, voilà. D'accord. Mais dans quel. C'est dans la Bible hébraïque, je crois. Je suis pas sûr. Par l'expérience. J'y ai pensé en regardant la carte. Allez-y. Toi qui sors pas les bazookas, on y va. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes à un moment de votre carrière, vous avez envie